Bonsoir, bienvenue pour ce 4e épisode des Seigneurs de la F1. Donc ce soir, épisode qui revient en grande partie sur le circuit de Melbourne pour débriefer de ce Grand Prix, le 3e de la saison. Ce soir pour m'accompagner, Yo-Yo et Alex. Bonsoir Yo-Yo, comment ça va? Écoutez, ça va. Après cette petite semaine au soleil, à regarder les Grands Prix, ils font un Grand Prix au bord de la plage, c'est cool. Ah, il y a des chances. Et toi, Alex? Bonsoir à tous, ça va très bien. Moi, ce n'était pas le soleil et la plage, c'était la pluie et le canal. Et c'était très bien. J'ai vu que c'était pareil en Australie. Le temps breton, si je puis dire. Et il y a eu du temps un peu mitigé partout, hein, que ce soit en MotoGP en Argentine, en Australie, c'était pas complet. Il y avait un peu le bordel météorologique partout. Et ben ce soir, on va revenir du coup, comme tu disais, à Melbourne, en Australie, pour présenter l'épisode 4. Donc aujourd'hui, actu sport méca avec MotoGP, avec une course de folie sous la pluie. En IndyCar, contre-perf de Grosjean qui se battait pour une bonne place et qui a heurté le mur en pleine puissance. On fera un sujet du coup sur la F3, la F2, avec du coup les grands vainqueurs de ce week-end dans les catégories un peu plus juniors. Et sur la F1, beaucoup de choses à dire sur ce Grand Prix d'Australie. Beaucoup de choses dont on va parler, je pense, dans le futur, avec notamment les crashs, les décisions de course, mais aussi, du coup, vous le voyez bien fièrement sur ma tête, le retour de Mercedes. Est-ce que ça va être durable ou pas? Et du coup, là, il va y avoir une petite pause F1 pendant quasiment un mois, et après, on sera de retour à Bakou, en Azerbaïdjan. Pour commencer, je vous propose un petit débrief de l'actu... juste avant de commencer l'actu sport méca, déjà, vous savez que Verstappen a gagné, et on aime bien faire les pronos. Et ce week-end, c'est Yo-Yo qui a tout raflé, qui avait pronostiqué Verstappen, Pérez, Alonso. Franchement, Yo-Yo, 14 points, quasiment le grand chelem. C'est GG. Et nous, Alex, on finit avec 1 point. C'est pour sauver l'honneur, hein, pour l'instant. Grave. De toute façon, tant qu'Alex mettra Ferrari, il gagnera pas. Franchement, on avait tous les deux cru en Leclerc. C'est un truc de fou. Pourquoi on fait ça? C'est la faute de Stroll. On aura le temps d'y revenir sur ça. Du coup, pour parler de l'actu sport méca, donc on va commencer par MotoGP. Donc la MotoGP qui franchement fait... Là, sur ces 2 premiers Grands Prix, on vibre vraiment avec la MotoGP. Surtout qu'ils sont sur un nouveau format. Donc un format où il y a des essais, des qualifs, et après sprint, plus grande course. Un peu comme en F1, il y a de temps en temps, vous avez une course sprint qui va se mélanger à tout ça. Mais d'ailleurs, on parlera du potentiel nouveau format qu'il va y avoir à Bakou, à la toute fin de l'épisode, où du coup on vous parlera du futur peut-être de la F1 et des fameuses décisions qui ont été pas prises mais potentiellement mises en pratique dès les prochains Grands Prix. Et du coup, sur la course principale, victoire de Ben Zeki, qui est du coup dans la team de Valentino Rossi en MotoGP. Deuxième, Zarco. Alors du coup, Yo, t'as pas encore vu le Grand Prix, mais je te dis, réserve-toi les 7 derniers tours avec du popcorn parce que c'est exceptionnel. Alex Marquez, du coup le frère de Marc Marquez, qui finit 3e. Et je crois que Quartararo doit être 5e ou 4e, je sais plus. Ce qui nous fait qu'au classement, c'est assez serré. Du coup, je spoil pas sur ce qui est arrivé à Banaya pendant le Grand Prix, mais c'était assez spectaculaire. Oui, je me suis fait spoil. Ah, tu l'as vu, du coup? J'ai pas vu, non. J'ai lu l'article avec le gros titre, mais c'est tout. Ah, la chute tout seul en plus. Ah, ça, c'est pas bon pour le moral. Mais grosse perte du coup de Zarco. Mais comme on le disait au tout début de la saison,
grande domination de Ducati à travers les différentes écuries qui sont motorisées par Ducati, avec du coup les 4 premiers du championnat qui sont sous moteur Ducati, et après Aprilia qui complète qui vient suivre derrière. Mais franchement ça va être assez compliqué pour notamment les Honda ou les Yamaha cette année d'aller chercher des positions. Un mot à rajouter peut-être sur le MotoGP ou Alors moi, peut-être sur le format sur lequel je suis mitigé. La course sprint, c'est la folie. Les pilotes se doublent, se redoublent, prennent beaucoup trop de risques. À l'heure actuelle, c'est un format qui a apporté quand même pas mal de blessures. Ce week-end, au départ de la course d'hier et d'avant-hier, on avait 18 pilotes sur 22, donc déjà 4 blessés. Donc c'est vrai que si ça continue comme ça cette saison, ça peut être usant et plus dangereux que ce qu'on le pense. Et la seule chose que j'aime bien, à défaut de la F1, c'est que la qualif est la même pour la course sprint et la course principale. Il n'y a pas de grille inversée ou quoi que ce soit. Donc ça apporte du mérite. On sait qui en peut définitivement. Et les pilotes savent à quoi s'en tenir pour la course. Mais sinon, pas fan du format, trop de risques pour les pilotes. Ok. Intéressant parce qu'au final, les pilotes ont l'air quand même assez satisfaits par ce format. Ça dépend. Quand tu lis les avis des paddocks, c'est assez moite-moite. Je crois que Quartararo n'était pas trop d'accord avec. Tu as une de Ducati pareil. Ouais. Les team managers pareil parce qu'ils perdent pas mal de pilotes et je trouve que c'est assez risqué. C'est ça qu'on est sur un format sur quelques courses ça l'aurait fait je pense, mais sur toutes les courses sachant qu'on a une saison exceptionnelle en MotoGP aussi où il y a 23 courses cette saison, donc ça fait 46 courses au total. C'est compliqué. Ouais, c'est vrai. À voir sur la longue, comme tu dis. Ouais. Mais de toute façon, on sait que c'est une orga. Tout ce qui est MotoGP, c'est aussi une organisation qui peut être potentiellement flexible et revenir en arrière si jamais ça convient plus. Mais ok. Moi, je trouvais le format assez sympa. Mais c'est vrai que vu qu'on se place aussi côté ingénieur, etc., ça peut s'avérer compliqué pour eux d'enchaîner, comme tu dis, les Grands Prix. Très bien. Sur la suite, IndyCar. Donc donc on vous parle souvent de l'IndyCar, un peu ce format autour d'un ovale. Là, c'était le cas. Là, c'était un bel ovale, du coup, avec un maximum de vitesse. C'est Newgarden qui a gagné sur la Chevrolet avec Pat Howard deuxième, dont on avait parlé la dernière fois, et Grosjean qui a percuté le mur en pleine puissance. Je crois que c'était il restait 3 tours, je crois que tu me disais. Exactement, ouais. C'est ça, ouais. Donc pour ceux qui sont sur la vidéo, on le voit un peu en extrait où du coup il a eu quand même de la chance parce qu'en pleine vitesse il a heurté le mur à droite et ça l'a déporté complètement à gauche, sur le côté gauche de la piste, et ça souvent c'est assez risqué. On le voit souvent en NASCAR où les voitures se heurtent à cause de ça. Il a touché l'aileron, d'accord. Ouais. Il a touché l'arrière, ouais. Ça pardonne pas. Mais attention, il a quand même fini la course. Hein. Ouais. Il a fini 14e. Hein. Ouais. Sachant qu'il a quand même pas mal dominé à un certain moment de la course, il était en tête. Après un ovale, c'est compliqué à gérer quand t'es en tête. Il y a comment ça s'appelle ? Il y a il y a les autres concurrents qui sont devant toi que tu rattrapes. Il y a les safety cars avec les relances à gérer parce que c'est toi qui as le tempo. T'as pas forcément l'aspiration alors que ceux qui sont derrière toi ont l'aspiration. Et c'est des voitures totalement différentes de ce que l'on connaît quand ils ont des kits ovales et des kits pistes. En sachant qu'il y a aussi une stratégie qui est particulière quand tu es sur ovale, notamment en IndyCar, comme en NASCAR. Tu peux choisir de changer par exemple que de pneus. Par exemple, les 2 pneus intérieurs, tu sais, qui s'usent plus que ceux qui sont à l'extérieur. Donc tu choisis de changer que de pneus pour un relais. Donc il y a toute cette stratégie-là à gérer. Ouais, complètement. Mais d'ailleurs, je crois que c'était la saison dernière où on parlait de l'équilibrage de la voiture. Où du coup, en ovale, ils mettent moins de poids sur le côté qui est le plus en l'air pour
du coup aller plus vite dans les virages. Mais D'accord, ouais. Donc, carrossage, t'as pas mal de Ouais. choses en NASCAR. C'est Ouais. impressionnant. Mais déjà, rien quand on voit, là, quand on voit sur la vidéo, les départs, c'est quand même insane. Déjà, le nombre de concurrents, et ça y va, mais pleine bourre, quoi. Ils sont à 350 bourrins là-dedans. Ça se double de partout. En plus, c'est ça qui est aussi technique dans l'ovale, c'est que tu dois attaquer l'angle à un certain degré, sinon tu peux perdre en efficacité. Enfin, c'est assez surprenant quand même. Exactement, ouais. Et chose à souligner, alors McLaren, pour les qualifs, sur les 5 premiers concurrents, ils ont réussi à mettre leurs 3 voitures dans les qualifs, dans les 5 premières positions. Donc, Ah ouais, alors, je sais pas ce qu'ils font à F1, mais IndyCar, ça a quand même du potentiel. ah ouais, c'est sûr. Bah, en plus, il y a un moment où ils se sont dit qu'ils allaient peut-être faire un choix. Hein. Donc, Le choix se fait peut-être là. ouais, totalement. Sachant que Pato Ward, en plus, a oui. fini deuxième. Et il est chez McLaren, donc il y a peut-être un truc à faire cette saison. Et du coup, il est leader du championnat devant Marcus Ericsson, un ancien de la F1. Donc, affaire à suivre pour l'IndyCar. Bon, en tout cas, franchement, le format est assez sympa. Et je trouve qu'il y a pas mal de bonnes idées à aller choper en IndyCar, pour notamment la F1 ou certains autres formats. Ouais. D'ailleurs, le prochain Grand Prix, c'est dans 2 semaines, et c'est à Long Beach. Donc, pas très loin de Miami. Et le circuit est incroyable. Donc, circuit en ville. Mais il y a un rond-point, il y a un quart de rond-point qui sert de route, etc. Incroyable. À regarder. Bon, on suivra ça. Il n'y a pas d'excuses. Et en plus, il n'y a pas d'excuses week-end de Pâques. Donc, si on rate, on pourra au moins suivre le replay. Il fait la totale. Ok. Et puis pour finir les actus sport auto, il n'y avait pas de WRC ce week-end, mais il y avait un rallye, un peu comme les rallyes de côte ou les rallyes indépendants. Là, c'était le rallye des Açores. Donc du coup, Sébastien Loeb qui accroche le titre au rallye des Açores pour la première fois. Donc incroyable, hein. Sébastien Loeb. En plus, il y avait un excellent documentaire de Canal+ sur lui, sur sa vie, sur ses perfs, etc. Comment il vivait tout ça. Et franchement, champion. Enfin, il n'y a rien à dire. Le meilleur, quoi. Donc à voir si. C'est Ogier qui pourra aller chercher. Hein. Ouais, il n'y a que Ogier qui peut aller chercher les 9 couronnes, mais. Après, à savoir s'il reviendra pour quelques gros rallyes, quelques spéciales en rallye WRC cette saison. Mais en tout cas, il est incroyable. En plus, les sauts, ils étaient vraiment fous, je trouve, au rallye des Açores. Donc, affaire à suivre pour notre cher Loeb et notre cher Ogier en WRC. Maintenant, messieurs, on va passer dans la catégorie Formula avec la F3, top 10 de la F3 de Grand Prix de Melbourne. Donc si on suit le programme, là on va attaquer tout ce qui est Formula 3, Formula 2, Formula 1. Alors, il y en a un qui est en train de se décrocher, Bortoleto. Est-ce que vous suivez un peu la F3 ? Est-ce que là, on peut dégager une tendance sur un potentiel crack dans le futur ? Je sais que Giuseppe Marti a fait un Grand Prix aussi de folie avec des dépassements assez osés. Est-ce que vous qui suivez maintenant, du coup, avec Alex, les catégories inférieures à la Formule 1, est-ce que vous avez des retours à nous partager sur la F3 et ce Grand Prix de Melbourne ? Alors moi j'ai pas trop suivi, je sais juste que Bortoleto il est vraiment trop loin. c'est le Leclerc, j'ai envie de dire, de la F3 et de la F2 à l'époque. Malheureusement je peux pas dire ça cette année. Mais vraiment il se dégage 58 points déjà, c'est complètement fou. Après, moi, de ce que j'avais vu dans les anciennes courses, il faut que je regarde le débrief. Gabriel Mini, il se bataille plutôt bien, je trouve. Et je trouve qu'il a une petite tête, mais
Mais Gabriel Bortoleto, en fait, hâte déjà de le voir en F2 parce qu'il est vraiment au-dessus de tout le monde, partout. Ouais, c'est vrai que. Bah, en plus, là, ce qui est intéressant, c'est que sur le classement, on voit du coup ceux qui sont rookies, donc où c'est leur première année. Et Bortoleto, rookie première année, il tape les 58 points, 58 points dès le round 2 à Melbourne. Franchement, c'est chaud. Hein. Toi, Yo-Yo, qu'est-ce que t'en penses? Alors, pareil que je pense que petit crack. Par contre, je suis pas même avec Alex, je suis pas pressé de le voir en F2. Parce que comme on peut voir cette année, avec tous les rookies qui passent en F2, t'as quand même pas mal des Isaac Adjar qui est un crack, un Victor Martins aussi. Et on les voit quand même sacrément galérer. Donc, faut pas qu'ils se brûlent les ailes en arrivant en F2. C'est un Brésilien, hein, oublie pas, hein, il a le sang de Senna qui coule dans ses veines. Hein. Ouais, mais en plus, c'est la responsabilité en plus, tu vois. Ça fait longtemps qu'on cherche un successeur à Senna. Et je pense que ça peut être, tu vois, comme Schumacher, où tout le monde le compare à Vettel, tout le monde le compare à Rosberg, compare Rosberg à Schumacher, et tout le monde compare Mick Schumacher à son père. Et au final, tous ces gars-là, alors certes, Vettel a eu ses 4 titres, Rosberg a eu son titre, mais on n'est pas au niveau de Schumacher, et loin de là d'ailleurs. Et je pense que cette comparaison leur a coûté peut-être un début de carrière qu'ils seraient maîtrisés autrement. Ouais, c'est intéressant. Après, on n'est jamais sûr. Ça se trouve, il partira dans une autre catégorie. Hein. On peut. Ouais, comment ça s'appelle au Brésil, t'as tout ce qui est supercar, tout ça. Et puis, au pire, ce sera un petit Massa, tu vois, un gars qui sera là pour. Un Massa ou un Barrichello, tu vois. Il est chez Ferrari pour soutenir Leclerc qui fait des crashs. Ça rappellera la joie des Brésiliens chez Ferrari. Mais d'ailleurs, il est dans une académie, Bortoleto. Je sais plus. Je sais plus non plus. Ça, c'est une bonne question. Mais après, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que là, il y a quand même des gens qui sont là depuis un petit moment, hein, comme O'Sullivan et Saucy. Je pense que ça montre aussi tout le potentiel de ces rookies qui arrivent et qui sont quand même assez monstrueux en rythme de course, etc. Ouais. Très bien. Bon, on va passer sur la F2 parce que c'est là où il y a un peu plus de choses qui nous intéressent, notamment avec Théo Pourchaire. Donc là, Grand Prix de Melbourne sur la course principale. Théo Pourchaire 2e, Arthur Leclerc 3e. Et après, bon, je crois que ça descendait un peu plus bas hein, pour les Français, malheureusement. Mais on voit qu'il y a quand même un bon groupe de pilotes qui est en train de se détacher. Vesti qui est assez phénoménal. Iwasa. Est-ce que vous pensez que la F2 est à son prime pour cette saison 2023 ? Carrément. On a eu une course, enfin déjà une sprint qui était complètement folle. Après des qualifs sous la pluie, c'était assez fou. La course a été complètement barrée. On a vu l'usure des pneus, on a vu les pneus qui n'étaient pas du tout en température lorsqu'on sortait des stands, et donc c'était complètement fou de les voir sortir directement hors de la piste dès la sortie des stands parce que ils avaient sous-estimé la température des gommes. Après, on a eu Vesti qui a fait le pari de mettre les softs à la fin, et quand il y a eu la voiture de sécurité, il nous a fait une petite remontada. Je m'attendais à ce qu'il aille chercher Leclerc à faire un dive bomb des familles, mais il s'est dit non, vas-y, je vais me contenter de la 4e place, c'est très bien. Et tout ça a donné. Triste un petit peu pour Martins, ça se fait embarquer quand même là-dessus lors de la relance. Bon, c'est de la faute à pas de chance, hein, j'ai envie de dire, un petit peu comme Leclerc. Il a réussi à le caler, hein. Tu vois, il est malin. C'est la faute à pas de chance, Leclerc. C'est Stroll qui l'a accroché. Voilà, je dis rien. Mais non, on a eu des dépassements, mais des complètement fous. Moi, ce que je kiffe, encore une fois, c'est la F2. Ce qui est beau, c'est que tu les vois arriver à un virage, et en fait, tu vois la caméra qui est au bout,
et tu vois 4 voitures collées côte à côte et tu te dis mais qui va passer quoi, c'est complètement fou. Donc Non, mais on dirait un petit peu un mélange de Burnout Paradise aussi, tu vois. En fait, Ouais. voilà, il y en a un qui le tape, il se prend le mur, allez hop, c'est parti, c'est wrecked et ça repart. Mais c'est des fous furieux sur ces monoplaces et c'est beau à voir, quoi. Mais il y a un En truc. sachant que c'était le premier Grand Prix de l'histoire de F2 en Australie, c'est-à-dire En que Australie. personne n'avait aucune donnée dessus. Avec 440 000 spectateurs quand même, enfin pour le dimanche, ça c'était pour le en F1, mais je crois qu'on était vraiment plus de 200 000 aussi pour la F2, ce qui est énorme en termes pour la F2 Ah et oui. la F1 quoi, globalement là-bas. En plus, les Australiens sont quand même assez friands de tout ce qui est sport auto en général, donc c'est quand même cool. Mais comme tu disais, enfin, je sais pas ce qu'en pensera Yo-Yo, mais quand on voit les. Là, tu as dit un truc qui est hyper intéressant, par exemple sur le comportement de Vessi, qui aurait pu aller chercher Arthur Leclerc en plongeant dans la trajectoire. Bah, en fait, c'est la maturité aussi de ces pilotes. C'est-à-dire que il y a 2 ans, je crois qu'on regardait la F2, tu voyais cette situation-là, tu savais que ça finissait soit dans le bac à sable, soit il y en a un qui freinait, quoi. Exactement, ouais. C'est vrai que on a des pilotes qui sont très matures et c'est important aussi pour un team. Il n'y a pas que la performance, il vaut mieux garder une voiture complète et économiser de l'argent que des fois détruire une voiture et avoir un podium. Donc c'est vrai que, vu comme tu dis, Iwasa, il y a 1 ou 2 ans, il serait parti au crash. Oui, pour citer que lui, mais après, on Oui. a nos têtes d'affiche. Hein, Exactement. il y en a des bons hein, dans le plateau. Exactement. D'ailleurs, juste un petit aparté, est-ce que vous savez que c'est quoi les 2 sports automobiles préférés, les 2 catégories préférées en sport méca en Australie? Non, pas du tout. Peut-être NASCAR. NASCAR. Non. Non, c'est pas le truc de jump là. Exactement, c'est ce que j'allais dire. T'as le Stadium Truck, Stadium Super Truck. Donc je sais pas si Nico t'as déjà vu. Ouais, ça c'est trop bien. incroyable. Ça c'est trop bien. C'est des voitures, donc des Stadium Truck un petit peu typés, comment ça s'appelle, buggy, etc. Qui sont sur des circuits quasiment classiques et qui font des sauts. La voiture elle tourne sur 2 roues, c'est incroyable. Il y a le V8 Supercar qui est aussi très incroyable à regarder. D'ailleurs, je crois que ça passe sur Automoto la chaîne des fois pour les plus grands prix. Il y a Bathurst principalement. Adelaide aussi, ouais. Qui sont vraiment incroyables. Du coup, après, je crois que c'est 12 ou 24 heures de Bathurst. Ah ouais. Putain, ouais. Ils sont chauds. Mais t'as pas du derby aussi qu'ils aiment bien là, le truc où tu défonces. Genre c'est incroyable. Tu prends une vieille caisse toute pourrie et tu te défonces en mode carte quoi. Ah ils sont fous. Oui, il y a ça aussi. Putain, ils veulent se le Stadium Truck, si vous avez l'occasion de le regarder. Moi, je sais que c'est arrivé par hasard sur une pub Facebook, je suis tombé sur ça. Depuis, je suis la page, je regarde toutes les vidéos dès qu'il y a une petite vidéo qui passe. C'est incroyable. C'est 5 minutes où tu t'éclates à regarder des voitures faire n'importe quoi. Bah, let's go, un premier podcast sur le Stadium Truck bientôt. Hein, on lancera ça. Hein. On fera dans l'actu Sport Mecha, il y aura Stadium Truck. Bon, on sait jamais, il y a pas un pilote français à suivre ? Non. Ah merde. Dommage. Il en faudrait un. Bon, pour revenir sur la F2, du coup, après 3 rounds, le classement, il est assez stack. Donc on a Iwasa, Pourchère qui se tiennent en 8 points. Derrière, on a Vesti qui revient au fur et à mesure. Arthur Leclerc, pour un rookie, 5e. C'est quand même pas mal. Surtout dans une compétition qui est quand même assez relevée. Hein. On rappelle qu'il y a quand même des têtes d'affiche de F2. Vesti, Pourchère, Iwasa, Boschung, Daruvala, Auger. Tout ça, c'est des noms que dans le futur, vous allez les croiser dans le sport auto. C'est obligé. Je pense qu'il y en aura certains qui vont pas aller en F1 parce qu'ils vont vouloir aller dans d'autres compétitions. Mais tu vois, par exemple, je sais pas ce qu'en penserait Yo-Yo, mais je pense qu'un Daruvala côté Inde, ça peut aller en F1, par exemple, pour de futurs investissements. Mais typiquement, un Denis Auger ou Boschung, moi je les vois bien en IndyCar ou d'autres compétitions. Ou Formula I aussi. Ouais, Formula I. Pour suivre les grands on va dire,
plutôt pays nordiques. Des choses à rajouter sur la F2 ? Est-ce que au niveau de hype, vous êtes toujours hypé par la F2 ? J'ai trouvé juste un petit point quand il y a eu Nissany qui s'est crashé. Je m'attendais à une voiture de sécurité et juste après, on voit le crash de Fittipaldi et on voit qu'il perd l'arrière au niveau de Nissany. Je me suis dit, oh ça y est, il va se prendre la voiture en pleine face. Il a eu la chance de se prendre la barrière juste après, mais encore une fois, les mesures de sécurité n'étaient pas exceptionnelles là vu de la situation, quoi. Ouais, ça, on aura l'occasion, je pense, d'en reparler sur la F1, mais c'est vrai que niveau sécurité, décision, bon, c'était mieux que les 2 premiers Grands Prix, mais franchement, il y a encore du boulot à faire dans la direction de course, je pense, en termes de réactivité. Et comme tu le dis, là, niveau sécurité sur la F2, c'était pas foufou. Toi, Yo-Yo, t'as un truc à rajouter sur la F2 ? En soi, ça me surprend pas la F2. Les niveaux de décision, ça a toujours été un peu la jungle comme les courses, ce que c'est. Et puis bon, après, ce qui est triste, c'est qu'il y a déjà eu des gros accidents, quoi. Donc, par exemple, Antoine Hubert en Belgique. Les gros crashs, on a pu le voir sur les 2-3 dernières saisons aussi également. Donc les pilotes sont toujours sortis, mais on n'en tire pas de leçon. Ouais, une petite pensée à Antoine Hubert qui avait disparu en Belgique. Très bien. Merci, messieurs. Bon, c'est le moment de mettre nos couronnes. Maintenant, on va aller voir ce qui se passe en F1. Et qu'est-ce qui s'est passé ce week-end en F1 ? C'était magnifique. C'est ce qu'on pourrait appeler le podium des champions, avec un magnifique Verstappen, Hamilton, Alonso. 11 titres, c'est ça ? 12 ? 11 titres, je crois. 11 titres, ouais. 11 titres sur le podium. Je vais pas regarder la data, mais je pense que c'est une des premières fois où on a une qualité de podium aussi excellente que ça. Oui, c'est la première fois. Ouais, bah voilà. Mais franchement, incroyable Grand Prix. Il s'est passé beaucoup de choses. Tu parlais notamment de la météo au tout départ, Alex. C'est vrai que pour les ingés, ça a été compliqué. Il y a eu une période où il n'y a plu en essai, je crois. Ensuite, il y a eu une période où on ne savait pas trop s'il allait pleuvoir en qualification. Ensuite, la course, il a fait magnifiquement beau. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on prend comme pneu, qu'est-ce qu'on prend comme réglage et petite surprise, les Mercedes qui performent en qualification, alors que ce n'était pas du tout attendu. Qui ont bien performé aussi en course, même si du coup pauvre Russell a vu sa voiture flamber. Et puis des Aston Martin qui sont quand même restés un peu dans le ventre mou, on pourrait dire, parce que c'était un peu compliqué, je trouve, pour eux d'aller concurrencer un Verstappen. Et Pérez qui partait de très très loin, du coup dernier, à cause d'une bourde en qualification. Sur déjà le podium et les résultats, qu'est-ce que vous en pensez de ce Grand Prix ? Est-ce qu'on, sur les 3 premiers Grands Prix, là c'est quand même pas le meilleur, et est-ce que le Grand Prix d'Australie tient toutes ses promesses, peu importe les années ? Bon, écoute, déçu, hein. Comme d'hab, non, c'est que passager, je vous rassure, c'est la faute, t'as pas de chance. Ça fait 3 ans. Non. Yo-Yo, il enfonce le couteau là. Ça fait 3 courses. Et ça fait plaisir aussi de voir le Alonso, top 3, toujours. Il est bien installé, il a envie. Le mec arrive chez Aston Martin, bam, avec Stroll en P4, ça fait plaisir, comme il vaut. Hamilton qui s'est bien défendu. Un peu triste quand même pour Russell que sa voiture s'est transformée en fusée au niveau du Grand Prix. Après, moi je trouve quand même que ça reste un beau circuit, l'Australie. C'est un circuit qui promet. Moi j'aime bien déjà aussi voir ces petites images qu'on a des fois où en fait on a les petits animaux qui passent pendant que les pilotes sont en pleine qualif ou en pleine course. Et tu te dis, bon, voilà, c'est l'Australie, quoi. Et après, en course, on a eu un rythme correct. Après, ce qui est intéressant,
c'est qu'on a vu quelques petites fautes de Verstappen de par l'usure des pneus. Là, quand en dur, au niveau du dernier virage, il est un petit peu parti trop large, on s'est dit, oula, c'est que il y a moyen, il n'est pas complètement, c'est pas un robot finalement, il n'est pas si parfait que ça. Et donc ça laisse penser que peut-être dans la saison, il peut y avoir encore d'autres bêtises. Bon, après, il est toujours au-dessus, hein, mais voilà. Et après, faut aussi saluer Piastri, 8e, ça y est, chez lui, c'est cool. Et Norris, 6e. Alors, comme tu le disais, McLaren avait une super voiture en IndyCar. Là, on va dire que c'est la moitié parce qu'ils sont arrivés à 12 voitures, 12 monoplaces à la fin du circuit du Grand Prix. Donc, on va dire que c'est kiff-kiff, si je puis dire. Et mais tu mets 6 places derrière en plus. Donc, mais oui, mais bon, voilà. Et par contre aussi, petite image, ça c'est ce que je t'avais dit, Nico. Oui, on a eu un crash de voiture rose, comme en Azerbaïdjan, entre, à l'époque, Pérez et le Hulk. J'ai envie de dire, voilà, le retour des crashs des voitures roses, ça y est, c'est parti. Donc, entre Gasly et Ocon. L'accrochage, ouais. Mais d'ailleurs, c'était mouvementé. Dans ton débrief, tu n'as même pas parlé de Hülkenberg. Hein. Ton frère Hulk, là, qui est 7e. 7e, il vient s'intercaler entre les McLaren, ça fait plaisir. Désolé, le Hulk s'est fait arnaquer. Le Hulk aurait dû finir sur le podium. Je suis désolé, le podium n'est pas le bon. Et la FIA s'est fait plaisir. C'est dit, on va faire un podium historique. Mais en soi, le Hulk aurait dû être sur le podium. Si on est un peu complotiste, on peut même dire que, comme par hasard, il y a le père Stroll qui est sur le paddock. Comme par hasard, la décision elle est en faveur de Aston Martin. Exactement. Ça fait un peu complotiste, mais c'est quand même un peu ça. Sanctuariste. Hein. Moi, je suis juste dégoûté de Albon, qui avait un rythme d'enfer et qui aurait pu finir facilement dans le top 10. Hein. Mais bon, l'accident. C'est la faute à pas de chance, hein, comme diraient certains. Ou de toute façon, c'est la faute de Stroll. Hein. Si Albon sort... D'accord. Et toi, Yo-Yo, si Leclerc sort. Et toi, Yo-Yo, qu'est-ce que t'en as pensé de ce Grand Prix ? Alors pour moi, on a eu un Grand Prix en 3 parties. Un départ incroyable avec les Mercedes qui sont en premier plan. Après, t'as... comment il s'appelle ? T'as Verstappen avec le DRS, qui est trop abusé, je trouve. 4 zones de DRS. Des zones où t'as deux DRS successives pour une zone de détection. Donc, ce qui est incroyable, parce que tu sais déjà que les voitures gagnent quasiment 20 km/h par rapport aux autres. Donc, si tu fais 2 zones, t'es quasiment, allez, on va mettre 35-40 km/h d'écart par rapport aux autres. On a pu voir directement Verstappen prendre 2 secondes, alors qu'il était derrière Hamilton au début du premier virage. Ouais, c'est ce que tu dis ici, du coup, pour ceux qui sont, en vidéo. Du coup, c'est ce que tu dis ici dans la zone du virage 9-10. Ouais. Il y a en fait 2 zones DRS. Donc le DRS, c'est le petit aileron mobile qui se déclenche et qui vous permet de gagner en vitesse de pointe. Et en fait, et accessoirement aussi de doubler parce que vous êtes moins d'une seconde derrière le pilote qui vous précède. Et en fait, la zone de détection, je crois qu'elle est juste avant le 8 ou un truc comme ça. C'est ça, juste avant le 8. Ouais. Elle doit être par là ou par là. Et en fait, vous avez 2 zones. Donc du coup, potentiellement, vous avez doublé le premier pilote sur la première zone de DRS et vous avez la deuxième zone de DRS pour lui échapper, quoi. Et à la fin, il vous reste la moitié du secteur 3, donc le secteur en jaune qui est ici, pour aller du coup faire la différence. Et après, il y a encore une zone de DRS sur la longue ligne droite. Et là, c'est une deuxième zone, je crois, de détection. Ouais, c'est une deuxième zone, ouais. Donc il y a une deuxième zone de détection et un DRS. Donc là, franchement... Ah bah non, tiens, elle est ici. Je suis con, on les avait. Zone de détection 1 ici, zone de détection 2 ici. Et en fait, vous avez 2 fois le DRS. Donc en fait, c'est easy pour aller s'échapper. Alors, ce qui aurait été bien, c'est faire comme à Jeddah, où tu as première zone de DRS, première zone de détection, DRS, puis fin de la ligne droite, deuxième zone de détection et re-DRS. Ça nous aurait donné le spectacle qu'il y a eu entre Hamilton et Verstappen il y a 2 ans. Ouais. C'est vrai. Du coup, ça, je pense qu'on fera des zooms un peu sur les zones de DRS avant chaque Grand Prix.
ce qui pourrait peut-être nous aider à en voir plus sur les potentielles chances de victoire d'un ou d'autres pilotes. Exactement, ouais. Et puis après, il y a eu le petit train habituel. Chacun était à sa position, les positions étaient quasiment figées. En plus, il n'y avait plus d'Alonso pour nous donner un petit peu d'animation dans le milieu de peloton, donc c'est vrai que ça manque. Et puis après, safety car. Et là, on est reparti pour une session Open Lobby F1. C'était un peu ça, oui. Exactement. C'est vrai que c'était un peu ça. Même en F2, on fait pas pire. Là, c'est incroyablement risible au niveau des pilotes, au niveau de la FIA, qui nous met des safety cars, virtual safety car, ils savent pas ce qu'ils veulent, virtual safety car ou safety car, puis drapeau rouge. Je pense que ça a gâché la course. Les stratégies, qu'on peut voir au début de la course, on a une safety car, donc tu as reçu le tirant, et ensuite qu'il est rentré, tu mets un drapeau rouge, donc toute sa stratégie, elle est gâchée, il se retrouve derrière alors qu'il était aux avant-postes. Et pareil, ensuite tu mets une safety car pendant 2 tours. Donc la safety car, il y a 2 tours, ils nous mettent un drapeau rouge, ensuite il y a un restart, et après il y a le fameux crash. Et après ils nous mettent un drapeau rouge avec le crash pour faire un tour sur le safety car pour entrer, pour finir la course. Sachant que si on aurait eu le premier drapeau rouge sans safety car, on aurait gagné 2 tours et donc on aurait potentiellement fini la course avec de la compétition. Ouais, tu veux dire qu'il faudrait soit on déclenche le drapeau rouge beaucoup plus tôt, soit on fait tout en safety car, quoi. Exactement, c'est ça. Sachant qu'il y a une ligne de règlement qui est très stricte et qui pourrait en fait donner la chance au directeur de course de rallonger un Grand Prix. C'est-à-dire qu'on peut aller Exactement. au-delà du nombre de tours autorisés si le directeur de course estime que la course a été hachée, qu'il y a eu des problèmes, etc. Il y a la clause qui permet en fait d'aller beaucoup plus loin que les 58 tours par exemple qu'on a couverts. Donc là, il y avait une possibilité. C'est pour ça que les teams se sont un peu désorganisés, parce que c'est-à-dire qu'au moment où ils ont annoncé le restart, le dernier restart au 58e tour, aucune équipe ne savait si c'était un départ lancé sous safety car ou un départ arrêté pour potentiellement un tour supplémentaire dans le Grand Prix. Donc c'est pour ça que... Ouais, vas-y. On continue. C'est pour ça qu'il y a Verstappen à un moment qui a dit qu'est-ce qu'on fait ? Exactement. Qu'est-ce que je fais ? Non, en sachant qu'on revient 10 ans en arrière, le drapeau rouge, ça a vraiment une utilité. C'est-à-dire qu'un drapeau rouge à plus de 75% de la course était terminée. Aujourd'hui, le drapeau rouge, on le sort un petit peu n'importe comment. Alors qu'il y a 10 ans en arrière, on l'aurait jamais sorti à ce moment-là, parce qu'on sait que la course aurait été terminée, le public n'aurait pas été content pour ça. Pour quelques débris au départ, c'est pour des débris. Et à la fin, donc, il y a eu le gros crash, mais le premier drapeau rouge n'était pas nécessaire de base. Après, est-ce qu'ils ne l'ont pas sorti parce qu'il y avait un véhicule d'intervention sur la piste ? Je pense aussi, ouais, mais tu vois, c'est compliqué maintenant. Ouais. Bon, en tout cas, on ne parlera pas trop de Ferrari là, non ? Si, Sainz, je trouve qu'il a fait des très beaux dépassements. Il a fait des très beaux dive bombs sur Gasly. C'était clean. C'est tout. Et après, il a lancé une carapace rouge. Vraiment. Mais après, est-ce que les 5 secondes sont méritées ? C'est Non. ça la question. Non. Ah, voilà. Non. Surtout que, franchement, je trouve ça assez compliqué de donner 5 secondes à la fin d'un Grand Prix, alors qu'ils sont hyper cléments envers tout le monde lorsque c'est un restart. Et lui, il prend 5 secondes, et du coup, tu peux pas les combler. Mais c'est malin ce qu'il a fait à la fin, où il a essayé de freiner tout le monde, et puis il a réaccéléré pour combler le delta à la fin. Il a fait gagner son pari. Hein. Il faut être ingénieux. Ouais. Bon, en tout cas, au moins, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas d'erreur de la team Ferrari là. C'est vraiment à chaque fois, comme tu disais, un peu de malchance. S'ils fournissaient une bonne voiture à leur pilote ne serait pas là. Aïe, Yo-Yo qui dit c'est les la faute de termes. Stroll.
C'est la faute de Stroll. Exactement. C'est la faute de Stroll. Bon, en tout cas, C'est vrai que Stroll a pris la place de Ferrari, enfin le papa Stroll a pris la place de Ferrari au niveau de classement général. Ouais. c'est vrai. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de voir le Hülkenberg 7ème. Franchement, il est beau. Très bien. Bon, pour le fun, je vous mets la petite photo du beau podium Hamilton, Verstappen, Alonso. Les fameux 11 titres. Franchement, quel flot de ouf ce podium. C'était beau. Du coup, au classement, qu'est-ce qui se passe ? Déjà, on n'a pas dit que c'est Pérez qui avait gagné le meilleur tour en course avec tout ça. Parce que du coup, lui, il a cravaché derrière. Il est remonté de dernier et il a bien piloté. Et il a eu le meilleur tour en course. Il est malin. Du coup, au classement, Verstappen 69 points, Pérez 54, Alonso 45, Hamilton 38. Ah bah Leclerc 6. Pareil que Hülkenberg. On se calme. Parce que je dis, Ferrari, c'est ils ont la combien faute de Stroll. Ferrari, ils sont à 27 ou 28 points au total, non ? Exactement. Ferrari qui a 26 points, qui va du coup faire un beau combat avec McLaren. Non, ils vont aller chercher Mercedes. Non, mais il faut qu'on en parle. C'est-à-dire que actuellement, Hamilton, avec la voiture qu'il a, qui est derrière les Ferrari au qualif, a plus de points que les Ferrari au total. Les deux Ferrari réunis. C'est de la faute à pas de chance. Il dit vrai là. Hein. Il faut le dire quand même. Hamilton, il a de la chance en Grand Prix. Verstappen aussi, il a de la chance. Leclerc, il n'a pas de chance. Je reprends Jeddah, il s'arrête. Un tour après, voiture de sécurité. Là, il est en train de tourner. Il y a Stroll qui arrive et qui fait ah bah voilà, pas de chance. Bon, si t'en veux un qui a pas de chance, il y a aussi Russell. Hein. Exactement, Russell. Ça, c'est la fiabilité de Mercedes. Ça, c'est autre chose. Pendant un an, elle a été hyper performante. Et là, d'un seul coup, c'est la fiabilité. Alors, hyper performant, je ne dirais pas le marsouinage, c'est catastrophique. Hyper fiable. Et il se plaignait encore du marsouinage. Non, mais hyper fiable. Mais... Ils ont quand même été hyper fiables. Ça va. Bah, après, franchement, pour moi, le vol, c'est McLaren. McLaren qui se retrouve avec 12 points comme ça, au milieu du classement. C'est normal. Avec une voiture vraiment complètement pétée, faut se le dire. Bah oui, non, mais complètement. C'est l'équivalent d'un multiplat, quoi. Donc, Oh, bah si tu regardes les vidéos Villebrequin, tu verras. Je pense que le multiplat irait plus vite que la McLaren. Le multiplat irait plus vite que la McLaren. Il y a moyen, ouais. Bon, bah, en tout cas, ce qui fait plaisir, c'est que on est 3 Grands Prix. Toutes les équipes ont au moins 1 point. Ouais. Et ça c'est beau. Bon, il y en a une qui en a 123, mais bon, c'est la domination. Bon, comment on le fait depuis maintenant le début de cette saison. Petit point sur les datas. Donc là, je vous ai mis à l'écran les données. Donc vous avez là un peu l'habitude maintenant avec les rectangles et les barres sur le moins bon tour et le meilleur tour de chaque pilote. Et en fait, il y a un truc hyper intéressant à voir, c'est que on critique Ferrari, mais ils sont là. C'est-à-dire que Sainz, comme tu le disais très bien Alex, il est là. Il est quasiment dans les mêmes chronos, dans la même dynamique qu'un Verstappen. Hamilton, pareil. Et surtout, là, on voit du coup qu'il y a les fameuses écuries Red Bull, Ferrari, Mercedes, Aston Martin. Mais Gasly est incroyablement performant avec une bonne puissance. Il a du rythme en course et il est quasiment dans le même rythme qu'un Stroll. Est-ce que vous pensez que Alpine peut, du coup, en tirant un peu toutes ces leçons au fur et à mesure des Grands Prix, aller chercher une potentielle bonne place au championnat constructeur? Moi, je dirais oui à une condition. Qu'ils enlèvent cette livrée rose et qu'ils en mettent du bleu. Ça peut faire gagner. C'était la dernière course. C'était la dernière course. Rose. Ouais. Amen. Eh ben, ça pourrait changer du coup.
Parce que voir du bleu derrière, ça fait peur à un pilote qui est devant. Il se dit, oh là, c'est quoi? C'est Red Bull? Je sais plus. Bon, je m'écarte dans le doute. Voilà. Là, ça pourrait Le être du problème, Williams. c'est que derrière, il y a du bleu, blanc, rouge. Et généralement, les voitures françaises ne font pas très peur. Ouais. Certes. Non, mais Mais voilà. non, il est quand même assez bon. Je trouve que c'est hyper intéressant le graphique. Ouais. Comme je te disais, Sainz, il était hyper concis. Il nous a fait des belles petites batailles. Ah ouais. Et Gasly, ça fait plaisir de le voir, Gasly, de le voir à ce niveau-là, quoi. Alors par contre, franchement, si vous êtes supporter de AlphaTauri, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous sur la data. C'est très très mauvais. Hein. Le rythme de course est terrible. Hein. Quand on voit les graphiques, l'amplitude de De Vries sur le graphique, mais elle est énorme. Il a un très mauvais rythme. Et pareil pour Tsunoda, qui a aussi de l'expérience. C'est quand même assez fou de voir une telle amplitude. Et surtout, ils tournent. Avec Zhou, ils sont quasiment dans les mêmes temps à chaque fois. Dans le même rythme de course. Donc c'est assez dommage. Et par contre, Hülkenberg, le rythme est bon. Hein. Franchement, il tient le bon truc. Attends. Mais il fait le taf. Hein. Il est là pour ça. Hein. Il redonne du sourire à Gunther. Ça, c'est le plus important. Ouais, comme ça, la prochaine saison de Drive to Survive, on va le voir avec une petite voiture un peu plus avec un peu plus de budget. Là, petit graphique. On va remplacer Binotto par Vasseur. Ah oui, alors là, ça serait masterclass parce que Vasseur, à mon avis, lui, il serait plutôt posé avec sa petite Ferrari, tranquille, à prendre les bonnes décisions. Non, en vrai, il est bon quand même, Vasseur. Il est bon, ouais. Grave. Petit autre graphique, là, c'est plutôt sur les DRS, quand le DRS est off et quand le DRS est on. Et en fait, il y a des différences qui sont notables. Donc en fait, il y a une réduction, par exemple, de l'effet un peu de l'air sur la voiture, de 25,9% sur la voiture d'Hamilton. Et on voit sur le graphique que en gros, tous les points que vous voyez, la différence n'est pas notable, mais entre le vert un peu foncé, on va dire, et le bleu clair, il y a vraiment en fait des grosses différences. Et on voit que la zone d'activation du DRS de la Mercedes, elle est vraiment ici. C'est-à-dire qu'on commence à gagner du mètre par seconde vraiment quand c'est activé sur la dernière phase d'accélération. Donc c'est ça qui est assez fou. Et je vais vous montrer tout de suite là où je veux en venir avec... Donc ça, c'est la Aston Martin. Donc la Aston Martin, on voit que c'est un peu plus stack et que c'est vraiment du bon aérodynamisme. Là, c'est la Sainz sur la Ferrari. Donc les points sont assez rapprochés aussi. Mais alors, là, sur Verstappen, c'est vraiment un délire parce que la courbe, elle est quasiment parfaite. Et même, ça va chercher de la speed, mais à l'extrême. C'est-à-dire en termes de mètres secondes, on est dans l'extrême de ce que peut aller chercher la F1, quoi. Est-ce que ils ont craqué un truc là, on le dit depuis maintenant 3 épisodes, mais on a vraiment l'impression avec les datas qu'ils ont craqué un truc sur le DRS qui fait qu'ils sont au-dessus du game sur ce niveau-là. Mais quand tu regardes juste le pourcentage du système de réduction du système de traînée, tu as quand même entre la Verstappen et Hamilton, tu as quasiment 10% d'écart. C'est ça. Tu as 10 points d'écart entre les... Tu as même... Ouais, t'as quasiment... plus de 10 points d'écart entre Mercedes et Red Bull. C'est-à-dire que eux, ils arrivent à réduire le drag de 37%. C'est énorme. Est-ce que ça va être... Là, c'est une question un peu ouverte parce que vous connaissez un peu l'histoire de la F1. Est-ce qu'il ne va pas y avoir une petite législation qui va être pondue pour l'année prochaine du maximum de réduction du drag sur le DRS? Parce que, en fait, pour ceux qui nous écoutent, quand il y a eu un truc qui est un peu surexploité par une écurie, ils arrivent tout le temps à trouver une petite nouvelle législation pour aller nous calquer en fait
À une époque, ça a été sur le moteur, à une époque, ça a été sur le couple, après, ça a été sur les systèmes de freinage. Est-ce que là, le DRS est la future loi F1 pour éviter du coup ce différentiel? Perso, je pense pas. Parce que la saison dernière, il y avait déjà Red Bull qui avait modifié l'angle d'inclinaison du DRS. Il y avait des équipes comme Mercedes qui se plaignaient de cela et qui a déjà fait des demandes à la FIA. Mais ça a été rejeté. Donc, je pense que si vous voulez en faire un élément crucial pour mettre en porte-à-feu Red Bull, il l'aurait déjà utilisé. Mais c'est vrai que le problème du DRS, c'est que c'est un élément mobile, c'est-à-dire que. Et c'est quelque chose qui est assez léger quand même. C'est très travaillé, très fin. Donc c'est assez compliqué de dire quelque chose au mobile d'une certaine réglementation. Parce que c'est quelque chose qui bouge, et t'as l'air qui passe, etc. Il faudrait que la FIA puisse dire à tant de degrés, que ça fasse 30 mm, etc. C'est compliqué. C'est déjà un Et peu le cas. Va prouver en course que l'air qui passe, sachant qu'avec le vent, etc., et la force sur chaque circuit qui est différente, va prouver à chaque fois que c'est réglementé. Tu peux jouer sur ça. C'est vrai. C'est vrai. Ça joue en fait aussi sur l'aéro de la voiture. Exactement, tu vois l'aéro travailler. Enfin, c'est juste que là, actuellement, Red Bull et Ferrari, si je puis dire, en termes d'aéro, ils sont parfaits pour le DRS. Je dis pas que c'est pour tous les types de courses. Et qu'en fait, tu vois Mercedes et Aston, il y a un travail qui est fait autre part. On le voit on le voyait dans les autres circuits. Mercedes et surtout Aston Martin, en virage, ils prennent avec beaucoup plus de vitesse que toutes les autres écuries. En revanche, sur des lignes droites ou alors des courbes à forte vitesse, ils sont un peu moins performants qu'une Ferrari ou qu'une Red Bull qui, là, explose tout, quoi. Donc, ça va être hyper intéressant à Bakou de voir vraiment du coup Ferrari pour voir s'ils ont à peu près le même rythme, si je puis dire, que Red Bull, en sachant que Red Bull aussi, ils ont un super équilibre de voiture. Mais en termes juste de performance avec l'aéro, de voir la vitesse de pointe au bout de la ligne droite de 3 km là, pour voir le speed trap entre Red Bull et Ferrari, et après on pourra comparer la semaine prochaine justement cette traînée là. Ça va être super intéressant. Dans 4 semaines. 4 semaines, ouais. Trop hâte. Ouais. Non mais t'as raison quand tu dis ça, parce que il y a aussi niveau technique, donc là on parle un peu vraiment technique. C'est-à-dire qu'en technique de pilotage, je ne sais pas si vous avez noté, mais chez les Red Bull, on leur a demandé au lieu de vraiment freiner au dernier moment, donc d'aller attaquer sur les freins, de vraiment faire du lift et de relâcher la pédale tout doucement. Donc c'est pour ça que dans les départs, sur le premier virage, Verstappen s'est retrouvé en difficulté, notamment face à Hamilton, parce que Hamilton, lui, il attaque comme un bourrin avec une Mercedes qui peut aller attaquer sur ça. Est-ce que, et c'est notamment pour ça que Pérez a tracé tout droit au virage 4, ou non, au virage 3, lors des qualifications, parce qu'en fait, il a attaqué trop fort et son frein a bloqué la roue et il est allé dans le gravier. Est-ce que vous pensez que Red Bull, par souci de vouloir aller trop vite, avec une vitesse de pointe de folie, peut s'attirer des difficultés sur des grands prix du style Monaco? On sait qu'il y a aussi des circuits un peu mixtes entre vitesse et appui aéro, comme notamment on peut avoir un petit Espagne, même si si on modifie la dernière trajectoire, du coup maintenant ça avantage beaucoup plus la vitesse de pointe. Est-ce que vous pensez qu'il y a des circuits un peu mixtes qui peuvent piéger Red Bull dans cette saison, et ça peut être un peu à couteau tiré sur le milieu, voire la fin de saison, entre les écuries qui ont misé sur la vitesse de pointe et les écuries qui ont misé sur l'aéro? Je pense pas qu'on ait ce type-là de problématique. Il y a très peu de circuits très courts. Je vois juste peut-être la Hongrie, quoique en Hongrie, c'est assez rapide aussi. Il n'y a pas de problème. Et après, moi, je pense que Red Bull, c'est plus un problème de pneus, comme on a pu le voir avec Verstappen, qui a eu du mal à gérer la température de ses pneus. Et vu que tu es sur un départ et tes pneus sont assez froids, il voulait juste éviter qu'ils se crachent au premier tour.
Parce qu'on a vu qu'au qualif, il a eu du mal à gérer ses pneus. On a vu aussi fin de course où il se rate tout seul, qu'il a eu du mal aussi à gérer ses pneus. Donc je pense que c'est plus une question de gestion de pneus de ce côté-là, du problème de Red Bull, qu'un problématique aéro. Ok, intéressant. Intéressant tout ça. Est-ce que, du coup, la question se pose, est-ce qu'on a trouvé nos 4 fantastiques de devant avec les 4 teams principales, Mercedes, Aston Martin, Ferrari et Red Bull? Est-ce que vous pensez qu'on va rester dans un paquet à 4, notamment avec à la suite de ce Grand Prix d'Australie, ou est-ce qu'on va rester sur un duel Aston Martin, Red Bull et après Mercedes, Ferrari? Non. Ferrari, ils vont remonter la pente. Pas de problème. Non, en vrai, je pense ça va être équilibré. Ça va s'équilibrer au fur et à mesure de la saison. Il y a encore des packages aéro et en termes d'amélioration de monoplace qui peuvent être faits. Donc j'ai hâte de voir un petit peu ce qui va être changé ou la strat que vont prendre certaines écuries. Même si je pense que là, on est sur des monoplaces assez stables, assez bien connues cette année comparé à l'année dernière, sauf pour les écuries plus basses. Mais on va rester sur un panel assez serré, je pense, sur le restant de la saison, perso. Alors moi, je vois plutôt un extra fantastique avec Verstappen, que je mets hors catégorie. Après, tu peux mettre Perez avec les 3 autres écuries. Clairement, ce que Perez a fait ce week-end, tu lui donnes la même voiture à Verstappen, tu le mets 20e, il finit au minimum dans le top 3. Donc pour moi, et après il y a, et puis après, je sais pas, Ferrari, à voir comment Ferrari se situe, on les a pas encore vraiment vus sur la saison. Donc ils sont peut-être devant, ils sont peut-être 2e, 3e, mais c'est vrai que tant que Leclerc ne fera pas une bonne course, c'est difficile de juger Sainz. Alors Sainz, je sais pas, depuis la saison contre l'année dernière, il n'y a plus de Sainz, il a disparu. Pour moi, c'est le Ferrari, il faut miser sur Leclerc. Malheureusement, il fait des erreurs en début de saison, mais c'est une fois qu'il fera une bonne course qu'on pourra savoir où se situe vraiment Ferrari. Ok. Du coup, question intéressante qu'on pourrait se poser par rapport à ces 4 teams principales. Donc, le choix va être facile pour certaines. Quels sont pour vous les numéros 1 en termes de pilotes? Aston Martin, Red Bull, Ferrari, Mercedes. Le numéro 1, le numéro 2 pour vous après ces 3 Grands Prix? Aston, Alonso. Red Bull, Verstappen. Ferrari, Leclerc. Et par contre, je dirais chez Mercedes. Non, chez Mercedes, je dirais Russell. Ok. Russell, il met quand même il a toujours fini devant Hamilton sauf cette course-là. Et en qualif, il met 2-1 pour l'instant. Donc pour l'instant, il est devant. Numéro 1. Alex, toi, tu vois qui? Comme Yo-Yo. Je ne peux pas dire mieux, c'est vrai. Même l'année dernière, il l'a prouvé qu'il était quand même au-dessus d'Hamilton sur pas mal de qualifs. Après, en course, c'est différent. Hamilton, il a son expérience. C'est ça qui joue. Je pense que Russell va commencer à gagner de plus en plus confiance, avoir de plus en plus confiance dans sa monoplace, le rythme, comprendre la voiture, etc. Et donc avoir après les mêmes choses que Hamilton. Et c'est ce qui nous amène aussi au dernier sujet, au passage, Mercedes. Oui, voilà. Tu fais très bien la transition. Est-ce que Mercedes est revenu dans la course? Est-ce qu'il l'avait déjà abandonné? Et du coup, la question, est-ce que Mercedes cache bien son jeu et a le potentiel pour aller chercher de la grosse perf sur les futurs Grands Prix, sur aussi, clairement, est-ce qu'ils préparent l'avenir? Est-ce que, comme disait Toto, ils vont complètement abandonner ce package après ce Grand Prix d'Australie? Moi, je pense qu'ils vont quand même se maintenir. J'espère qu'ils vont résoudre un peu leur problème de fiabilité. J'attends aussi de voir leur monoplace améliorée, si je puis dire, d'ici les prochains. Je crois qu'ils vont vraiment l'apporter d'ici les 2 prochains, dans 2 Grands Prix, je pense, en termes de package. Parce qu'ils avaient dit qu'ils faisaient quand même encore des tests pour avoir une version finale de la Mercedes. Et ce week-end, on a vu un Toto Wolff en Dark Vador, là, comme si c'était F1 TV,
avec la capuche noire, la pluie, il était content et pas content. Donc je pense que là, il prépare un petit plan machiavélique. Il sait qu'il a une bonne voiture en main, ou alors il sait qu'il y a vraiment un coup derrière. Toutes les écuries ont dit Mercedes cache plutôt bien son jeu, ils disent qu'ils sont pas bons, etc. Mais là, ce week-end, ils ont montré un petit peu de quoi ils avaient l'air. Et donc je pense qu'on peut être surpris d'ici là. Allez, dans 3 Grands Prix, je pense qu'on peut avoir une grosse surprise le côté Mercedes. Ok. Et toi, Yo-Yo? Mais comme Alex, pour moi, pas surpris. Je pense que avec le développement de la voiture, ils sont dans une certaine continuité. En tout cas, j'espère qu'ils vont pas tout changer d'un coup. Parce que si tu mets vraiment un nouveau kit, alors que tu progresses avec l'ancien kit, tu peux dérégler toute la voiture, les pilotes perdent confiance, etc. Donc c'est vrai que ce serait bien qu'ils conservent ce kit-là et qu'ils l'améliorent petit à petit. Et puis voir ce que ça donne. Parce que on a quand même un Hamilton qui a fait une 3e hier, un Russell qui est toujours dans les 4-5 premiers. Donc ils avaient quand même une bonne base. Mais c'est notamment pour ça que je vous posais la question un peu des pilotes numéro 1 et 2, parce qu'on sait qu'en F1, généralement quand on va venir avec des kits d'amélioration, des fois on peut le proposer aux 2 pilotes, ou alors le proposer au numéro 1 ou au numéro 2 pour le tester. Est-ce que vous pensez que du coup, parce qu'on voit que Russell, lui, aime bien jouer avec la voiture. Il aime bien modifier certains trucs, il aime bien tester, et ils sont assez à l'aise pour le faire. Est-ce que vous pensez qu'ils vont plutôt le confier à Russell, le fait de tester potentiellement cela, ou Lewis va s'approprier une nouvelle voiture et on va construire autour de lui? C'est une très bonne question que tu poses. Mais Lewis, il faut le protéger. Ouais. Il faut se le dire. C'est un peu comme Verstappen chez Red Bull. Après, là, c'était Mercedes, je crois, qui ont mis sur Instagram en mode Lewis Hamilton va prendre sa retraite ou je sais pas quoi pour le poisson d'avril. En soi, hein, je pense qu'on n'est pas loin. Je me dis que si là, d'ici la prochaine année, ils sont pas dans le top 2, je pense qu'il va y avoir du changement là-dessus. Et Jean Russell, c'est la nouveauté, c'est le jeune, c'est le dynamisme, et c'est surtout aussi quelqu'un qui montre aussi qu'en qualif, il vient challenger exactement comme faisait Bottas avant, un Lewis. Et donc du coup, en mode quid des futurs aussi pilotes qui vont arriver sur le marché d'ici les prochaines années, quoi. Sachant qu'ils ont Mick Schumacher en 3e pilote, hein, en pilote de réserve. Un crack. Ou alors il y aura toujours Hulk pour remplacer une pige ou un truc comme ça. Hein. On le sait. Hein. Mais d'ailleurs, il y a un truc très intéressant. Ils ont dit, de toute façon, on sait que c'est Magnussen qui part à la fin de la saison chez As, parce qu'ils ont tendance à prendre tout le temps le pilote qui arrive et virer celui qui était là avant. Ils font tout le temps ça. Enfin bref. Et toi, Yo, t'en penses quoi sur les kits? Est-ce que numéro 1, numéro 2, ça va jouer? Je pense que ça va jouer, mais je pense que ce sera au niveau du pilotage, comme disait Alex. T'as Hamilton, si le kit est parfait, la voiture est bien stable, tout, tu peux lui donner la voiture. À son âge, je pense qu'il est arrivé à un âge où il faut qu'il ait la voiture parfaite directement. Et t'as un Russell qui est encore jeune dans sa tête, qui a des choses à prouver à tout le monde, et pour lequel il peut jouer avec la voiture. Tu aurais donné à Hamilton la voiture il y a 10 ans en arrière, n'importe quel kit. D'ailleurs, il a contribué au développement de cette voiture-là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt au niveau de l'âge et de l'usure mentale que ça nécessite de développer une voiture. On donnera les kits. Ok. Il faut pas oublier aussi que Russell était chez Williams, et Williams, c'était pas la voiture parfaite non plus. C'est ça. Donc il a aussi cette expérience il peut s'adapter. Et on l'a vu aussi, souvenez-vous, quand il était chez Williams et qu'il a remplacé Lewis, ne serait-ce qu'un Grand Prix chez Mercedes, il s'est tout de suite adapté à la voiture et au comportement qu'avait la voiture d'Hamilton, globalement, parce qu'elle était faite pour lui. Donc en soi, je pense que c'est vraiment le parfait compromis. Russell, peu importe la voiture qu'il a, il faut juste qu'il trouve son rythme. On le dit depuis des années, hein. Russell, futur crack. Hein. Enfin, crack déjà. Déjà crack. Le problème, c'est que dans sa génération, il y a Verstappen qui casse tout. Voilà. C'est la génération de
de Russell Verstappen, elle est quand même insane hein, quand on voit. Hein. Entre Leclerc, Sainz, Stroll. Le problème, c'est que tu as une voiture qui écrase tout, donc ça fausse tout. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est un peu aussi les époques Schumacher. Hein, Ouais. quand tu avais Ferrari qui écrasait tout. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur Mercedes, sur le potentiel de Mercedes? Non, je pense que faut attendre pour voir ce que la voiture vaut. Et après, on pourra faire vraiment dire ce que l'on pense de celle-ci. Ok. Donc du coup, le message qu'on fait passer aux fans de Mercedes, c'est faites comme certaines écuries avant. Vous allez attendre, attendre le développement et attendre de tirer le plein potentiel de votre voiture. Et en attendant, on verra Red Bull briller. Comme on le disait dans l'épisode 3, on revit un peu les années Ferrari ou les années avec Schumacher, les années Red Bull avec Vettel, les années Mercedes avec Lewis. C'était ça, hein, c'était la surdomination. Donc puis n'oubliez pas qu'il y a des fans de Aston, de Williams ou de Alpha. Donc on est là. Ouais, tu sais, ils peuvent attendre quelques années chez Mercedes aussi. Bon, je pense que ceux qui sont sereins, c'est As. Hein. Exactement. T'avais rien avant. Voilà. T'avais rien avant, tu gagneras jamais le titre. Voilà, c'est pas Brawl GP. T'es obligé de regarder la NASCAR ou l'IndyCar pour voir une As gagner. Aïe. Ce soir, Yo-Yo, il a sorti les termes et il te les pose comme ça. Okay. Ok, très bien. Du coup, dernier sujet pour aujourd'hui. Road to Bakou. Donc, on se donne rendez-vous fin avril. Et oui, on a une petite pause F1. Du coup, 30 avril, Grand Prix de Bakou, 13h, heure française. Donc, on est sur un Grand Prix un peu heure européenne. Donc, c'est très bien. Un circuit en ville avec beaucoup de lignes droites. 2 zones de DRS. C'est assez intéressant parce que sur un grand circuit comme ça, 2 zones DRS, il fait quand même 6 km hein, le truc. Et on est sur un Grand Prix où il se passe quand même pas grand chose pendant tout le milieu du Grand Prix. Et généralement, c'est animé au départ et à l'arrivée. Du coup, qu'est-ce que vous espérez pour ce Grand Prix ? Est-ce que vous espérez pendant la petite pause là, de 1 mois des changements sur certaines monoplaces ? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un jeu de changement de position dans certaines écuries ou un trouble fait qui va mettre tout le monde d'accord à Bakou ou si c'est encore Red Bull qui va tout écraser? Victoire Ferrari, sans hésiter. Pas de problème, regarde, c'est écrit. Hein. Lap record, Charles Leclerc 2019. Ouais, c'est vrai. Je dis ça, je dis rien. Ils ont la voiture, la puissance. Après, moi, ce qui me fait juste peur, c'est qu'il y a des pilotes qui savent pas conduire et qui mettent Charles Leclerc dehors. Mais il n'y a plus Latifi. C'est bon. Écoute, on verra. Non. Bakou, comme c'est un circuit où on a eu quand même du spectacle. Hein. Daniel Ricciardo, Verstappen au bout de la ligne droite qui se bataillaient. Perez et Hülkenberg contre le mur en voiture rose au début du premier virage. Hamilton qui loupe complètement son freinage, qui part tout droit et hop, ça lui coûte la victoire. La victoire, il avait juste envie d'aller saluer le public en fait déjà en amont. Leclerc. Verstappen qui se crache aussi. Oui, ça. Ouais, et Verstappen aussi avec son pneu, effectivement, donc aussi le pneu. Leclerc. On a eu la plaque d'égout dans la ligne droite, voilà. Leclerc, bon, ça on va pas en parler. Franchement, celui-là est beau parce que en fait, en plus, il y a un lore autour de ça, c'est qu'il a fait exactement le même crash lors du Grand Prix virtuel. Exactement, ouais. Ça c'est magnifique quand même. Non, mais cette chicane, cette entrée de château, elle est maudite. Non, mais après, c'est là où je suis choqué, effectivement, c'est le sprint. Pourquoi faire une course sprint sur ce circuit? C'est comme si tu fais un sprint sur Monza. En fait, c'est pas fun, quoi. C'est juste la démonstration de vitesse. Je pense que ça va pas être agréable à regarder, ça, la course
la petite course sprint, je trouve. Alors encore, je vais peut-être me tromper, hein, mais j'attendrais plus la course en se disant, bah écoute, voilà, tout est possible. Mais je m'attends pas à un énorme Grand Prix sur Bakou comme chaque année, quoi. Ok. Et toi, Yo-Yo? Pareil qu'Alex, en vrai, je m'attends pas à un Grand Prix exceptionnel. Alors certes, il y aura des crashs qui vont permettre de relancer la course via des safety cars ou des virtual safety cars qui permettent de la stratégie. Enfin, sauf s'il y a des drapeaux rouges qui viennent gâcher toute stratégie, parce que ce week-end, on n'a toujours pas vu de stratégie niveau pneus avec tous les changements qu'il y a eu. Mais c'est vrai que c'est pas la course la plus fun. Et puis pareil, course sprint, alors ça va être DRS, on dépasse. Mais après, souvent, on se fait peut-être dépasser avec le DRS. Mais c'est vrai que Bakou n'est pas la course la plus folle. Et le circuit que je préfère clairement, le circuit est long, il y a de longues lignes droites, des virages donc, qui sont très longs et aussi très rapides. Donc c'est vrai qu'on est sur un circuit, je sais pas, en ville, qui est là. C'est un petit Monaco, mais rapide, quoi. Ouais. Alors, sachant qu'en plus, le calendrier peut changer. Parce que ce qui a annoncé la FIA à la suite du Grand Prix de Melbourne, c'est la possibilité d'avoir une séance d'essai, qualification pour la course sprint, qualification pour la course principale et course. Donc il n'y aura qu'une séance d'essai. Donc ça c'est évoqué. Hein. Une séance d'essai, 2 séances de qualification pour chaque course et une course sprint. Donc ça peut vraiment contrebalancer les tendances dans tout ça. Donc affaire à suivre et on vous tiendra au courant sur nos réseaux. Très bien. Bah du coup, vu qu'on a un peu fait le débrief le brief plutôt pour Bakou, c'est le moment de passer au prono. Yo-Yo, ton top 3 pour Bakou. Alors prenez vos téléphones sur BetClick et Ah, il est chaud, ça y est. Maintenant qu'il a fait 14 points. Ah, il t'en manque un. Hein. Ah ouais, mais j'ai déjà les 2 premiers. J'avais le premier et le troisième. Alors, Verstappen en P1. Vous voulez faire la course principale ou on se fout de la course principale? Ouais. Ouais, mais que la course principale, ouais. Verstappen P1. Alonso P2. Et puis allez, je laisse ma chance à Leclerc. Leclerc P3. Aïe. Alex, je mets Leclerc en premier ou pas? Tu mets Leclerc. Hein. Aïe. Je t'ai dit, chaque Grand Prix, chaque prono, il y aura un Leclerc dedans. Leclerc, Verstappen. En fait, ça se trouve, c'est toi qui me dis Leclerc, en fait. À chaque fois, tu me dis le premier. Non, mais je sais que je suis vraiment chameur, c'est ça le pire. Leclerc, Verstappen et Pérez. Ok. Pérez. Bah moi avec ça... Albon. Franchement, la vitesse de pointe des Williams, elle est vénère. Hein. En vrai, moi je mettrais quand même Verstappen. Bon, là. Je vais mettre un Verstappen, Pérez, et je vais mettre Stroll. Ouais. Là, il va se reposer, tranquillou, il va se refaire le poignet. Franchement, il va arriver fort. Alors là, je mise sur deux classiques. On parle de Mercedes, mais personne n'a mis Mercedes dans le top 3. Pas encore. Bah, moi, ça me fait peur, la vitesse de pointe, tu vois. Ouais. Là, je pense qu'ils ont vraiment abandonné les circuits un peu comme Bakou. Ouais, je pense aussi. Bakou, Sakir, Bahreïn. Enfin, Bahreïn, Sakir, c'est pareil, mais genre Miami aussi, qui arrivera après. Ouais, je pense. Ouais. T'abandonnes un peu. Après, tu mets tout sur des grands prix plutôt peut-être mythiques, tu vois, comme un Silverstone, Monaco. Ça peut se tenter. Ouais, mais Silverstone, c'est quand même assez rapide. Hein. Ouais, mais l'appui aéro avec du vent,
En fait, il y a Exactement, beaucoup de vent exactement. à Silverstone. Ouais. Et en vrai, tu vois la Red Bull avec le vent, bah, ça donne pas forcément des ailes, hein, la Red Bull. Hein. Ouais, non, enfin, si, elle prend des ailes, mais pour s'envoler, Ouais. tu vois, c'est Mais pour aller tout droit, pas pour voler. c'est ça. Ok, très bien. Vous avez un truc pour finir, une recommandation Mais à suivre en attendant, il y aura l'IndyCar, je pense. La IndyCar. Formule I. Ok. Il y a quoi d'autre? GT4 qui va recommencer aussi. Ouais, GT4 qui a recommencé. GT World aussi. GT World. Le Mans Series. Je sais pas s'il y a du weight. Et le Mans Series aussi vont reprendre. Le Mans Series. 3 semaines, hein, c'est long. Hein. MotoGP dans 2 semaines, je crois. Ouais, et il y a 6 heures de. Non, le MotoGP, c'est loin aussi. C'est le 30. Ah ouais. Ok. Ouais. Et il y a aussi l'Endurance avec les 6 heures de Portimao. Ah. Magnifique ce circuit. Ouais. Ok. Bon, bah. Alex, une petite reco. Non, soutenez Leclerc. Il y en a besoin. Je suis tout seul. Sans aide. Non, Je en sais vrai, que ça va payer. en vrai, on l'aime bien. Parce qu'en plus, quand il fait les débriefs, il est quand même. Tu sens qu'il est déçu, mais il a toujours une analyse froide et posée quand même. Oui, parce qu'il sait qu'il va aller voir Frédéric Vasseur en mode waouh, Oh Fredo, il se passe quoi c'est là quelque chose. Voilà. Ok, bah merci messieurs pour cet épisode. Merci à vous de nous suivre et puis bah rendez-vous dans un mois quasiment pour le débrief de Bakou et voir si Yo-Yo va taper le nombre de points maximum sur les pronos. En attendant, on vous fait des bisous et puis joyeuse Pâques et portez-vous bien.